Azora Plus, abonnez-vous. Très chers téléspectateurs d'Azora Télévision, bienvenue dans ce grand rendez-vous. C'est direct de Mesa Moja. Et comme vous le savez, le rendez-vous d'actualité, c'est notre spécialité. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, honneur d'ailleurs, de recevoir plusieurs invités. Et certains seront en ligne et les autres vont nous rejoindre sur ce plateau dans un train, l'autre. Je suis Arsène Nyamugabo, je vous retrouve donc après la transition pour vous révéler, n'est-ce pas, l'identité de nos intervenants. Restez branchés, scotchés, mais en attendant, aimez la page, partagez avec d'autres pour vous aider, n'est-ce pas, à avoir de nouvelles notifications en cas de besoin et pourquoi pas à la nouvelle publication. À tout de suite. Azora Plus, abonnez-vous. Bienvenue encore une fois à ce nouveau numéro, le grand rendez-vous. Le rendez-vous du savoir sur Azora Plus. Dans mes amours, je suis Arsène Nyamugabo à la présentation. Et aujourd'hui, nous avons des invités très très spéciaux qui vont rejoindre cette émission en ligne à travers différentes plateformes d'ailleurs. Il y a Lance qui est en ligne sur WhatsApp depuis Kinshasa, Dadi Saleh, que je suis allé en passant. Dadi Saleh, bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Il y a aussi Papi Kange qui est en direct depuis les États-Unis d'Amérique à New York. Il représente d'ailleurs la diaspora congolaise dans cette émission. Bonjour Papi. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Et pour commencer cette émission, je vais vous rappeler, nous allons débattre sur l'actualité au Nord Kivu, précisément à Goma, dans le Rutshuru et dans le Massissi. Vous savez, nous sommes dans un état de guerre et puis sous état de siège. Aujourd'hui, il y a l'enrôlement qui évolue, n'est-ce pas, qui est en cours dans la ville de Goma. Il s'observe aussi à côté de ça un déplacement massif des populations qui quittent leurs zones, les zones en guerre, les zones en conflit aujourd'hui, pour venir s'amasser dans la ville de Goma. Alors, je vais juste poser la question à Dadi Saleh, qui est notre premier intervenant. Dadi Saleh, selon vous, est-ce que c'est la paix qui est urgente ou bien soit ce sont des élections qui sont urgentes dans cette période? Est-ce qu'il faudrait vraiment s'enrôler dans cette période ou bien soit il faudrait s'asseoir sur une table à la recherche de la paix? Dadi, on vous écoute. Je le dis toujours depuis un bon bout de temps, c'est un peu comme un enfant qui doit aller à l'école, qui doit manger et qui doit s'habiller et qui doit jouer. C'est la même chose. Tout est urgent pour notre pays. Mais en management, on dit il faut juste prioriser les tâches. Et en priorisant les tâches, pour moi, la première grande tâche, c'est la tâche par rapport à la sécurisation de notre nation, où nous ne devons pas permettre la balkanisation du pays, où effectivement plus de 80% de notre territoire de Rutshuru est occupé par le terroriste et que effectivement nous devons récupérer cette terre-là. Et maintenant, un bon pourcentage de notre territoire de Massissi, et ça continue. Donc, pour moi, c'est la tâche la plus urgente. La tâche, effectivement, la tâche de l'enrôlement reste aussi une tâche urgente. Oui, répétez, on vous a capté quand vous parlez de la tâche d'enrôlement qui reste une tâche un peu urgente. Dadi? Voilà, Dadi, on a un petit souci avec Dadi. Papi, vous avez entendu ce que Dadi a fait pendant qu'il nous arrive. Dadi disait que la tâche d'enrôlement, pardon, il revient. Dadi? Allô, Dadi? Oui, vous parliez de la tâche d'enrôlement qui reste la tâche la plus importante. C'est de là qu'on était. Oui, je disais effectivement que l'enrôlement, c'était aussi une tâche importante. Je dis l'aspect sécuritaire,
c'est la tâche la plus importante et la plus urgente. Parce qu'effectivement, il faut bien noter qu'on a déjà plus de 12 millions de morts. Eh bien, les morts ne peuvent pas s'enrôler. On a encore coupé des têtes et violé encore nos femmes et nos enfants, etc. Eh bien, tous les Congolais qui sont morts ne peuvent pas s'enrôler. Et effectivement, vous comprenez la difficulté parce que l'enrôlement, il s'agit de circonscriptions. En grande partie, il y a des circonscriptions qui sont totalement occupées par, entre guillemets, les Rwandais, l'Ouganda et des terroristes. Utilisons le mot effectivement officiel. Parce que l'ANER a prouvé que le Rwanda est là et l'Ouganda, et même les rapports des Nations Unies. Donc on reste assez officiel dans ce cadre-là. Or, l'enrôlement concerne les Congolais. Ça va? Et que ces circonscriptions-là, s'il y a des déplacements massifs, comment est-ce que ces amis qui doivent s'enrôler dans leur circonscription doivent s'enrôler? C'est une difficulté, mais comme on dit, c'est une difficulté résolvable. La priorité restant de récupérer ces territoires, n'est-ce pas, de récupérer les espaces pour la souveraineté nationale, mais ça n'exclut pas qu'il y ait enrôlement à la mesure du possible, comme maintenant c'est le cas d'ailleurs. Donc on enrôle à Goma, on enrôle dans tout le territoire contrôlé par les gouvernements congolais, mais les amis des Rutshuru, des Massissi, devront s'enrôler au moment venu. Les élections, c'est pas quand même dans une semaine, c'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans un mois. Donc l'enrôlement a des règles qui peuvent être souples et la CENI comprend ça largement. Et même les enrôlements dans des camps, ça va de déplacer. Il n'y a pas de problème, c'est aussi autorisé par la loi, même si, contrairement à certaines autorités, ces enrôlements devaient être compris pour le compte de leur circonscription. Vous comprenez? Quand on enrôle les amis qui sont dans les camps des déplacés, l'enrôlement doit être compris pas comme enrôlement des Goma, mais comme enrôlement, par exemple, d'une circonscription de Rutshuru ou bien du Massissi. C'est une difficulté, mais qui a quand même des solutions. Certaines personnes pensent que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Merci Dadi, on va revenir vers vous. Papi, vous avez suivi avec attention ce que Dadi a dit. Il a dit qu'aujourd'hui, nous sommes en train de danser plusieurs danses, plusieurs musiques à la fois. Il y a la guerre, il y a une urgence de guerre, il y a la restauration de la paix, il y a aussi l'enrôlement qui est en cours. Vous avez entendu, que pensez-vous? C'est quoi l'urgence entre ces deux? Est-ce qu'il faudrait d'abord rétablir la paix et continuer avec l'enrôlement après? Ou bien soit, il faut faire les deux à la fois? Ben moi, je pense que voilà, je suis partiellement d'accord avec Dadi, mais je vais dire qu'il y a quand même de l'amalgame du fait que nous n'avons pas. Quelle est la chance que nous avons pour récupérer les territoires qui sont occupés? Alors, est-ce que c'est sûr que nous les aurons? Alors, on va attendre jusqu'à quand pour qu'il y ait des élections? Et on a eu de l'expérience peut-être dans les élections passées. Hein. Moi, je suis pas présentement au Congo, je suis pas physiquement au Congo, mais je pense qu'il y avait 2 ou 3 entités qui n'avaient pas participé aux élections malheureusement par rapport à la situation vers, je pense, Béni. Oui, Béni, avec la situation de Gola. Tout à fait. Moi, je pense qu'on peut peut-être faire la même expérience. Moi, à moins que voilà, on est sûr que voilà, nous allons récupérer, ou à moins que voilà, qu'il y ait une autre alternative par rapport à la paix, qui est peut-être ce que les gens ne veulent pas écouter, qui est peut-être une sorte de négociation avec ces terroristes, comme vous l'avez dit, parce que bien, nous sommes devant un fait accompli, là, apparemment. Et je pense que c'est un peu une situation pertinente, mais il faudra une solution pour que voilà, nous arrivions à quelque chose, parce que les élections, c'est chaque 4 ans. Après 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? Si les gens, il y a un groupe de gens qui n'ont pas eu la chance de voter, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il y a des déplacés, c'est vrai, mais je pense qu'il faudra chercher une alternative pour enrôler ces gens et peut-être voilà, passer aux élections. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Merci. Dadi, vous avez entendu ce que l'autre a dit. Il a évoqué d'abord la situation des ratés des élections passées, et dont il y a Béni, pour citer que ça, les habitants de Béni qui n'ont pas eu accès à voter parce qu'il y avait la maladie avec Ebola qui menaçait. Aujourd'hui, c'est la guerre qui menace presque, je vais dire presque 60 ou bien 70% de la province du Nord Kivu, qui risquerait, si la paix n'est pas restaurée, ne plus voter. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour échapper à tout cela, monsieur Dadi Saleh? Oui, au fond, je comprends mon ami co-débatteur, comme il vient de le
dire, la situation, par exemple, le pays, le préciser, écoutez, vous n'avez pas voté de président la législature de 18, c'était de fait. Effectivement, même si on dit il faut bien noter que, comme nous avons mis des 120 armées, n'est-ce pas, il faut noter que effectivement, ce n'est pas dans ce 120 groupes armés, ok, ils occupent des territoires, ou bien des endroits. Donc, effectivement, même en 2018, il y avait des endroits où les gens avaient difficile à s'enrôler et même à voter, tout simplement parce que contrôlés totalement par le rebelle. Donc, nous comprenons, comme mon co-débatteur vient de le dire, c'est vrai, c'est possible de continuer et faire comme la fois passée. Seulement, effectivement, moi je ne les contredis pas, je ne vois même pas de contradictions. J'ai dit effectivement qu'on doit se battre pour récupérer tout ce qu'on a comme territoire, utiliser tout le moyen possible, n'est-ce pas, pour avoir la paix, pour avoir une nation. Ça va capable de se contrôler et une gouvernance. Ça n'exclut en rien, là où nous sommes en train de parler, qu'effectivement, du droit, encore une fois, est constitutionnel, que le enrôlement continue à la mesure du possible. Parce que, effectivement, nous avons bien compris que à Goma, les gens s'enrôlent, à Beni, les gens s'enrôlent, à Butembo, les amis s'enrôlent, à Ituri, une bonne partie, les gens s'enrôlent, à Kinshasa, les gens se sont enrôlés, la République démocratique du Congo, c'est toute une nation. Et que, effectivement, comme d'ailleurs la CENI l'a bien dit, ça ne veut pas dire que, à tout, les gens ne vont pas s'enrôler. Bien sûr, nous comprenons. L'AMI n'a pas 100% tort, qui est aux États-Unis, je pense, ou bien ailleurs. Ben, si la guerre continue, si on ne récupère pas ces territoires-là, mais bien sûr, ces territoires vont rester dans le domaine des terroristes, vous voulez quoi? Si on ne récupère pas une partie des retours, ça nous serons devant de fait. Et diriger, c'est prévoir. En prévoyant, on se fait des hypothèses. Et quand on parle des hypothèses, on se dit, ok, si nous nous battons sérieusement, mais nous n'arrivons pas, in fine, à récupérer 80% des retours, qu'est-ce que nous faisons? C'est à ce moment-là qu'on va analyser la quintessence. On va même analyser l'essence. Mais l'hypothèse aujourd'hui serait quoi? Si un bon pourcentage, par exemple, du nord du Sud Kivu, de l'Ituri, était pris par les rebelles, par les terroristes et occupé. Mais je pense qu'il n'y aura même pas élection. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça serait difficile parce qu'on serait totalement en guerre et que c'est un peu comme en Ukraine. Est-ce qu'en Ukraine, aujourd'hui, on peut poser la question et dire est-ce qu'on peut avoir élection? Non, la réponse est déjà non, parce qu'il y a la guerre déjà totale. Sauf effectivement que vous avez compris qu'avec nos dirigeants, ils sont difficiles à appliquer, par exemple, l'article 65, qui nous permettrait à savoir que nous sommes dans une guerre totale et l'application de l'article 86, ça s'appelle déclaration de guerre. Même si nous sommes déjà dans une guerre de fait, mais le gouvernement n'a même pas encore déclaré la guerre. Ça veut dire effectivement qu'il ne vous embête même pas, qu'on s'enrôle pas. Si on ne sait pas totalement, ça va, et que tout le monde va constater effectivement que les rebelles prennent peut-être un quart de la République, ou bien il y aura encore d'autres histoires. Donc cette hypothèse est là aussi, il ne faut pas l'exclure. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'hypothèse où nous devons nous battre, récupérer les terres, et qu'il y a encore possibilité, parce que c'est à la fin de l'année, il y a encore possibilité de se dire qu'on peut avoir des élections. Je vous donne un exemple pratique. Ça va. D'une façon exceptionnelle. S'il y aura un problème de siège, votre attention. Si je comprends bien, si la guerre continue, il faut repousser le processus, c'est ce que vous avez dit, parce que les élections, c'est la fin de l'année. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis ça dépend de l'ampleur de la guerre, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on est en guerre, s'il vous plaît. Tous les processus, les 3 processus électoraux qu'on a eu, mais c'était toujours pendant il y avait des guerres. Parce que je vous dis, il y avait au moins 100 groupes armés, 80 groupes armés. Aujourd'hui, on a plus de 120 groupes armés, c'est-à-dire quelque part, en République démocratique du Congo, il y avait la guerre. C'est là où j'ai dit à tout le monde, il ne faut pas penser que la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa seulement, ou bien c'est Goma seulement, ou bien c'est Rutshuru seulement. Non, absolument pas. Nous sommes en guerre depuis plus de 20 ans avec beaucoup de groupes armés. Il y a des territoires qui étaient toujours contrôlés, et c'était la République
démocratique du Congo. Donc, on dit, toutes choses restant égales par ailleurs, on reste logique. On voit l'ampleur effectivement de la guerre, on voit l'ampleur des territoires que les terroristes occupent, et on voit si les élections peuvent avoir lieu ou pas. C'est ça la question. Merci. David, nous allons récupérer, parce qu'on peut récupérer tous les territoires dans un mois. Merci. Si on récupère, parce que c'est possible. Si on ne sait pas sérieusement, on récupère tous les territoires pour la Ghana dans un mois. C'est-à-dire que les élections peuvent avoir lieu peut-être pour un mois, 2 mois, pour le processus, récupérer les habits des jours et on fait les élections. David, si je comprends bien, pour vous, pour qu'il y ait élection, il faudrait d'abord que le gouvernement puisse conquérir le territoire, sécuriser et remettre les citoyens dans leurs droits en fait de penser aux élections. C'est ça? Non, ce n'est pas ça, monsieur le journaliste. Pour qu'il y ait élection, c'est-à-dire qu'il faut les conditions. Oui. De façon minimale pour avoir des élections assez acceptables. Ce qui fait effectivement que, je vous ai dit, en 2018, il y avait élection, mais il y avait des Congolais qui n'avaient pas élu, et les élections ont été acceptées. Oui. Donc, c'est de voir la proportion. Et malheureusement, ce n'est pas moi d'Abdi Saleh, je ne suis qu'un analyste, qui doit dire c'est de quelle proportion. Est-ce qu'on doit parler de 90% du territoire congolais, des 95%, des 80%? Je pense que nous sommes tous intellectuels et le Parlement est là pour voir quelle peut être la proportion acceptable pour quand même qu'on puisse parler des élections. Et s'il vous plaît, vous pensez que si les terroristes, et on va tout faire pour que ça n'arrive pas, prennent Goma, prennent Bukavu, prennent Kisangani, il y aura élection où? Non, il n'y aura pas d'élection. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. David, nous allons prendre David Papi. Papi, il y a plus d'une semaine, certains députés élus du Nord Kivu, d'ailleurs en complicité provinciaux et nationaux, ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État en fait de négocier avec les terroristes et de permettre le respect du processus électoral en cours. Qu'en pensez-vous qu'en passé? Bon, vu la situation actuelle, normalement, apparemment, il y a un problème de force ou des capacités, hein, de notre côté, je vais dire. Mais bon, les négociations, ça peut se faire. Et ça, moi, personnellement, dans les caps actuels, je proposerais cela. Il n'y a pas de choix parce que il y a pas de choix parce que les gens sont en train de mourir. La guerre continue et nous sommes en train de perdre du terrain, c'est clair. Et ça serait mieux vraiment que voilà, le gouvernement prenne conscience de ça et essayer de les écouter. Hein. Je pense que c'est dur, mais c'est ce que je penserais par rapport à ça. Voilà, vous êtes pour la négociation en forme de sécuriser la population, de sécuriser le processus électoral. Excusez-moi. C'est à moi que vous posez ou à Dadi? Oui, papi, je suis d'accord avec vous. D'accord. Bon, je ne peux pas dire que je suis pour la négociation, mais nous sommes contraints de négocier. Je veux dire que voilà, c'est encore, j'ai dit dire, c'est un fait accompli. Nous sommes contraints de négocier. Il y a toujours eu des guerres dans le monde. Vous avez vu les États-Unis en Syrie, par exemple. Ils ont négocié avec des terroristes. Ils étaient contraints de le faire à un certain point. Et ils faisaient des négociations secrètes, ça se faisait. Dans la diplomatie, ça existe. Je pense que on n'a pas le choix. À moins qu'on attend que voilà, on a une force un peu bien préparée, capable de récupérer les terrains qui sont déjà perdus. Mais pour le moment, je pense que nous sommes dans un point qui voilà, il faudra négocier pour ne pas tout perdre. Voilà. Okay. Dadi Saleh m'avait dit que si la guerre continue et que les terroristes continuent aussi à conquérir le territoire, il n'y aura pas d'élection. C'est quoi, peut-être parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, il nous reste quelques 6 à 5 minutes. Dadi Saleh, c'est quoi votre choix? Vous choisirez quoi entre la guerre et la table de négociation? Oui,
première chose, c'est qu'on ne doit pas négocier avec des terroristes de principe universel mondial et reconnu. Mais cela étant, on sait qu'en dessous des tables, il y a des petites négociations. Et la question, ce sont les termes de négociation. Quand on est dans un ring de boxe, ça va, on se bat ou bien on jette l'éponge. Donc, jeter l'éponge ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous voulez qu'on puisse laisser des terres, balkaniser la République démocratique du Congo, qu'on puisse insérer encore des généraux qui viennent du Rwanda, parce que c'est prouvé par tout le monde que le M23 est constitué en grande partie par ces forces-là, qu'on est encore des 1 plus. Non. S'il vous plaît, c'est lui qui pense qu'on n'est pas fort, il est en train de se tromper, effectivement. Nous sommes forts et on doit se battre, on n'a pas le choix. Mais se battre n'exclut pas les petites négociations et les termes des négociations qu'ils perdent. Ça, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent qu'on est faible. On n'est pas faible, même en Ukraine pour l'instant. Vous pensez que les Russes ne meurent pas? Mais il y a beaucoup de militaires russes qui meurent. Il y a la population, il y a des Ukrainiens qui meurent. Mais la guerre continue. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que la guerre, il s'agit de Bishimbo ou en blague? Les gens meurent. Pourquoi vous avez peur que les gens meurent? C'est comme ça que je comprends. On vous fait peur disant que les gens meurent. En guerre, les gens meurent. Et nous devons nous battre parce que nous devons nous mourir pour notre territoire. Nous devons mourir pour notre dignité. Nous devons mourir pour ne pas laisser de l'opprobre par rapport même à l'histoire. Et je comprends les gens qui ont peur, ils se disent, ah non, on a tué 1000 personnes, 50, mais vous voulez quoi? Vous pensez qu'on aura une seule fois une guerre là où les gens ne meurent pas? Vous pensez que les Rwandais ne meurent pas? Mais ils meurent, nombreux, mais la guerre continue. Parce que c'est un objectif. Donc je pense effectivement qu'on doit se trouver des bonnes raisons pour comprendre effectivement qu'un homme, c'est quelqu'un qui se bat une fois pour toutes, mais ça n'exclut pas, je viens de le répéter, des négociations. Exemple, ici nous devons négocier avec le Rwanda, pas avec le M23. Négocier avec le Rwanda et les néocolonialistes, ça signifie quoi? On négocie effectivement avec les gens avec lesquels on se bat. Et avec les gens avec lesquels M23 pour moi n'existe pas. Quels sont les termes de négociation avec le Rwanda? Ok, vous voulez qu'on finisse avec les FDLR qui retournent chez eux, ça serait déjà des termes de négociation. Donc, s'il vous plaît, je répète, soyons des hommes. On doit se battre et on doit faire les élections à la mesure du possible. Merci. Selon vous, on doit se battre, on doit quand même se choisir, on doit se choisir avec qui on va négocier, et c'est le Rwanda, et ce sont des termes de négociation qui doivent changer. Papi, vous avez entendu avec intérêt, je voulais dire dans la situation où nous sommes en train de perdre du terrain. Jamais comme l'erreur des députés. On ne négocie jamais avec un terroriste sur la table. Je vous dis jamais. Vous l'avez dit, il y a toujours des petites approches. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Dadi, il dit jamais, on ne sait pas, parce qu'on a vu même aux États-Unis. Pardon. Dadi, je vais être un peu clair. Si c'est pas ça, Dadi va me contredire. Dadi a dit, on doit se battre pour son pays, on ne doit pas négocier avec les terroristes. S'il faudrait négocier, il faudrait revoir les termes de négociation. Et c'est avec les Rwandais qu'il faut négocier. C'est ça, Dadi? D'accord. Alors, Papi, vous avez entendu, vous choisirez quoi entre la négociation, bien soit la conquête de notre territoire qui est envahi par le Rwanda, selon Dadi Saleh, et nous le savons tous, et on ne doit pas négocier avec les terroristes? Tout à fait. Je dirais dans la situation où nous sommes en train de perdre du terrain, je pense que voilà, et à un certain niveau, nous sommes obligés de nous asseoir et savoir... s'asseoir avec qui? Voilà. S'asseoir avec qui? Bon, avec ceux qui nous combattent. Alors, ceux qui nous combattent, c'est qu'il y a les Rwandais derrière, mais directement, qu'est-ce qu'ils veulent? Et directement, il y a des soi-disant M23 qui sont là. Alors, ils disent que voilà, ils ont des revendications, qu'on écoute d'abord leurs revendications. Je ne sais pas si c'est mauvais. Parce que je vais dire, si vous remarquez même en Afghanistan, les États-Unis étaient arrivés à négocier avec les talibans. C'est-à-dire qu'il y a un point que vous êtes dans un point de faiblesse, vous n'avez pas de choix. Et même en Ukraine, vous avez vu 2 jours, 3 jours, l'Ukraine est d'accord de céder 15% de son territoire à la Russie. Parce que ça continue, les gens meurent et la guerre n'a pas vraiment... Ben moi, personnellement, c'est ça. À moins que, voilà, vous êtes sûr de votre moyen de défense, de vos forces armées, mais ben voilà, c'est ça.
Pour terminer, c'est quoi, quel serait votre mot de la fin lancé aux Congolais de diaspora et aux Congolais qui sont au Congo et précisément à ceux de Goma? Je pense que nous devons avoir l'espoir de savoir que nous ne sommes pas aussi faibles que certaines personnes sont en train de Congo. Vous disiez? Nous devons, je l'ai répété, il n'y a pas de contradiction. Nous nous battons en négociant. Je ne pense pas, les gens ne comprennent même pas. Donc, quelqu'un pense que si nous devons maintenant négocier, alors on laisse les armes. On ne se bat pas. On n'applique pas l'article 65 parce que qui dit qu'on est faible? On n'a jamais appliqué l'article 65 en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas? Et vous dites qu'on est faible. On n'a jamais appliqué l'article 86 en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'on ne réclame pas que ça ne soit pas appliqué? Non, vous êtes faibles dans vos têtes. Et quand on peut perdre un petit combat, c'est ça la guerre. On perd un peu, même en Russie. Ça va, ça se prépare et on se bat. Ça ne veut pas dire qu'on négocie bêtement. On ne peut pas jamais négocier bêtement. Et on est comment est-ce qu'on dit? On ne peut pas permettre à qui que ce soit de prendre 1 mètre carré de la République démocratique du Congo. Absolument pas, nous ne sommes pas dans la même situation avec l'Ukraine parce qu'il y avait des terres déjà des Russes dans ce sens-là dans les temps. Ici, c'est la nation congolaise qui ne doit même pas laisser 1 mètre carré. Il faut que nous tous nous puissions mourir, alors nous allons mourir. C'est lui qui pense qu'il a peur de se battre, ce n'est pas grave, il y en a beaucoup qui restent à l'étranger, qui restent en train de blaguer, mais les Ouazalendou, les autodéfenses, avec le FARDC, nous devons nous battre et mourir pour cette nation. Il n'y a pas de choix, mais ça n'explique pas qu'on négocie. C'est quoi ça? Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'on peut se battre en négociant? Et on se bat très fort en négociant, effectivement. Je ne suis pas contre certaines formes de négociation, mais d'abord la prière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dadi. Nous sommes à la fin. Merci, Dadi. Nous sommes à la fin. Nous allons prendre Papi Kangue. Nous allons prendre Papi. Papi, votre mot de la fin, quant à ces... Je vais dire très bien. Je suis un peu partiellement d'accord. À la fin, je vais dire que j'aimerais encourager ce genre de débat. Oui, c'est bien. J'aime bien la participation. J'ai beaucoup aimé la participation des Dadi, que je connais personnellement. Ben, peut-être qu'il ne se rappelle pas de moi, mais j'aimerais aussi, voilà, moi je suis pas politicien, moi je fais des analyses, je suis un analyste, peut-être que voilà, mais je vais dire que voilà, on va continuer à se battre, tout ce qu'on fait c'est pour la paix, pour le bien-être des Congolais, voilà, c'est ça. C'était Meza Modja, la présentation avec Arsène Yamugabo, Sirazo Raplis. Nous avons eu l'immense plaisir de recevoir les docteurs Dadi Saleh depuis Kinshasa, Mekio de Goma, et Papi Kangue qui est un Congolais qui a représenté dans cette émission aujourd'hui la diaspora congolaise. Et voilà, le débat était, c'est quoi l'urgence entre la guerre, n'est-ce pas, l'élection en cours, ou bien soit les enrôlements en cours, le processus électoral en cours, et vous avez bien entendu la participation, pourquoi pas les apports des intervenants. Mesdames et messieurs, la paix de notre pays est menacée, et n'est-ce pas, la sécurité c'est une affaire de tous, et c'est aujourd'hui qu'il faut réécrire l'histoire, réécrire la paix en stylo blanc et en stylo bleu de paix. Merci Dadi Saleh pour cette participation, merci à Papi Kangue, surtout si vous êtes en train de séjourner à Kinshasa ou bien à New York, bon séjour et que tout se passe bien chez vous, dans la paix, dans l'unité, les Congos ne tombera jamais. Merci Dadi, merci Papi, ciao, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci Papi, ciao, à la prochaine occasion. Okay. Azora Plus, abonnez-vous.